Bonjour, nous sommes le samedi 25 juillet et il est environ 12h30 et je suis sur le point de vous enregistrer, bon j'ai déjà commencé d'ailleurs, la deuxième capsule de ma série Vive la génomique, ok, qui était d'ailleurs annoncée dans la capsule 1, que je vous invite à voir si vous n'avez pas vu pour mieux comprendre ce qu'on va dire, parce que je ne vais pas revenir sur toutes les généralités que j'ai présentées dans la capsule numéro 1. Alors, aujourd'hui, c'est le génotype APOE qui est présenté en priorité parce que c'est extrêmement important. Je vous ai déjà un peu fait des allusions dans la capsule précédente et ce génotype APOE va conditionner beaucoup de choses. Il y a effectivement un risque qui lie ce génotype à la maladie d'Alzheimer, dont le risque peut être accru ou réduit. Donc vous voyez que tout est possible et il ne faut pas trop s'en effrayer parce que quand le risque est accru, vous avez des possibilités pour compenser cet accroissement de risque et elles sont efficaces. D'ailleurs, il y a des gens qui peuvent attraper la maladie d'Alzheimer sans avoir un risque génétique accru. Donc, c'est quand même très lié au comportement, à l'hygiène de vie, à l'alimentation, etc. Mais tout ça doit être adapté en fonction du génotype. On y viendra dans la capsule suivante. Je ne vais pas faire une capsule trop longue aujourd'hui. Je vais vous présenter les fondamentaux concernant l'APOE en relation avec la diète. Parce que je sais que beaucoup parmi vous se sont lancés dans le jeûne intermittent. Il y a une série de 7 capsules sur le jeûne intermittent pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et ces personnes qui sont enchantées par la mise en place d'un début de stratégie de jeûne intermittent, c'est quelque chose au long cours, ce n'est pas miraculeux du jour au lendemain, il faut du temps pour changer ses habitudes, mais toutes ces personnes me demandent tout le temps « Oui, mais qu'est-ce que je dois manger ?» Eh bien, écoutez, je n'ai pas de réponse à ça. La réponse va nécessairement dépendre, notamment, du génotype APOE. Et il est un fait que ce génotype APOE va conditionner les grands équilibres de macronutriments. Et ça, c'est fondamental, parce que vous entendez tout et son contraire. Vous avez des gens qui vous disent « Ah, moi je me trouve très très bien d'une alimentation riche en graisse et très pauvre en hydrates de carbone, j'ai perdu beaucoup de poids, etc. » Mais vous entendez aussi le contraire. Vous avez des gens qui passent à une alimentation beaucoup plus basée sur les végétaux, sur une nourriture beaucoup plus végétarienne et beaucoup moins carnivore, etc. Et qui eux aussi s'en trouvent très bien et qui voient des améliorations spectaculaires. Alors qui a raison? Eh bien, tout le monde et personne en réalité. Comme on me le faisait remarquer hier soir dans la programmation de la première capsule sur ma chaîne YouTube, où on a fait un petit chat live le vendredi à 19h30. C'est peut-être une habitude que je vais garder parce que ça vous permettra de poser des questions. Donc soyez vigilants pour les prochaines séances. Mais on m'a fait remarquer hier, mais alors les livres de diététique qui conseillent un certain type d'alimentation, c'est un peu bidon. Oui, parce qu'un livre va s'adresser à tout le monde. Il faudrait que les livres déclinent différentes approches alimentaires qui se basent en particulier sur l'APOE. Alors, le gène APOE est donc affecté par des polymorphismes, hein, c'est ça la génomique, c'est l'existence de polymorphismes, on voit la capsule 1 pour mieux comprendre, mais l'APOE est particulier parce qu'en général, vous avez, je vous ai expliqué ça, une version sauvage et une version variante du gène. Le gène variant et le gène sauvage. Et puis alors, comme il y a 2 parents, vous avez toutes les combinaisons possibles, de variants, de sauvages, on appelle ça homozygote, ou un de chaque, on appelle ça hétérozygote. Mais le fait est que dans le gène APOE, vous avez quelque chose de tout à fait spécifique et différent, un peu unique. Vous avez 3 versions du gène.
Ok, donc vous avez 3 positions, si vous voulez, de réglage. Vous avez l'ApoE4, l'ApoE3 et l'ApoE2. C'est fascinant parce qu'au départ, il y avait l'ApoE4. Les grands singes ont l'équivalent de l'ApoE4. Vous savez que nous avons des ancêtres communs avec les grands singes et nous dérivons des grands singes, des primates qui étaient là il y a 8 millions d'années. Et donc, l'ApoE4 était le gène, la version du gène originel. Et puis est apparu l'ApoE3 il y a environ 220 000 ans. Oui, c'est relativement récent à l'échelle même de l'évolution de l'espèce humaine qui est quand même de 3 200 000 ans au minimum. Et puis alors vous avez eu l'ApoE2 qui est encore plus récente que l'ApoE3. Cette version date d'il y a 85 000 ans. Okay. Bon, maintenant avec le mélange de population, vous retrouvez un peu de tout partout. Il n'y a pas de règle absolue, mais par exemple, on sait qu'il y a énormément d'ApoE4 au Nigeria. Hein, on a des études sur le Nigeria, on n'en a pas sur tous les pays d'Afrique, donc ne généralisons pas. Mais en tout cas, au Nigeria, on a de très bonnes études, il y a énormément d'ApoE4. Et pourtant, les conséquences qui ne sont pas toujours favorables de l'ApoE4 ne se manifestent guère chez les Nigérians qui mangent de manière traditionnelle, ancestrale, plus africaine, donc une alimentation très différente de notre alimentation du monde occidental industrialisé. Bien qu'évidemment ça change probablement et c'est un danger potentiel pour les prochaines générations de Nigérians. Et puis vous avez des zones où l'ApoE2 est en train de se propager, notamment en Europe. Et donc cet ApoE4, pour revenir à ce gène originel, est quand même vu comme un peu plus problématique parce qu'il implique un risque accru de maladie d'Alzheimer, mais ça peut se gérer, faut-il encore en être conscient. Donc je recommande, le test n'est pas de fuir en courant de peur d'apprendre un quelconque risque accru, puisqu'on peut prendre des mesures qui valent vraiment la peine d'être prises et qui sont de bonnes mesures, efficaces. Donc il y a ce problème-là, et puis alors, surtout, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est une tendance à accumuler le cholestérol beaucoup plus facilement, donc avec beaucoup plus forte réaction aux grandes catégories d'aliments qui apportent des graisses saturées et donc du cholestérol. Et je parle en particulier des produits laitiers qui sont les pires sur ce plan-là. Et des viandes rouges, des viandes grasses, enfin surtout les viandes rouges, parce qu'on peut avoir des viandes raisonnablement grasses, mais qui ont des graisses insaturées, notamment dans les volailles, ou dans les gibiers, en fonction de leur alimentation sauvage, pas industrielle. Et puis par exemple l'huile de coco et l'huile de palme. Donc vous voyez, c'est déjà quelque chose de très pratique. On entend beaucoup parler de l'huile de coco, je suis tout à fait partisan de l'huile de coco qui incommode certains, mais pas moi, pour autant qu'elle soit d'origine écologiquement acceptable et surtout qu'elle soit bio et non oxygénée, non détruite par la chaleur, etc. Donc de pression à froid, si vous voulez. Et donc d'une agriculture durable. Okay, donc, mais l'huile de coco à ces conditions-là me convient s'il s'agit de patients qui n'ont pas l'ApoE4. Les ApoE4, il vaut mieux éviter l'huile de coco, il vaut mieux diminuer sa consommation de viande grasse et il vaut mieux éviter les produits laitiers dans une certaine mesure. Bon, tout ça doit être évidemment personnalisé davantage en fonction de taux existants de cholestérol. Si vous avez un cholestérol bas, il faut faire nettement moins attention à tout ça. Attention de savoir si ce cholestérol est oxydé ou pas, parce que même s'il est bas et qu'il est quand même, si ce cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, comme on le dit, mais qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est une manière de l'identifier, parce que les gens confondent LDL, soi-disant mauvais, HDL, soi-disant bon, mais c'est un peu arbitraire évidemment comme qualificatif, mais ça permet de s'y retrouver peut-être plus facilement pour les non-initiés.
Donc ce cholestérol LDL, s'il est oxydé, est un gros facteur de risque cardiovasculaire, beaucoup plus que le cholestérol LDL en tant que tel. C'est l'oxydation de ce cholestérol qui pose problème. Donc vous allez évidemment moduler ces changements alimentaires en fonction de votre taux de cholestérol et en fonction de votre taux de cholestérol, surtout LDL oxydé. Okay, puis alors il y a d'autres choses qui interviennent, c'est le rapport entre le LDL et HDL. Plus ce rapport est élevé, plus c'est problématique. Si vous avez beaucoup d'HDL, ça compense quand même dans une bonne partie le LDL. Mais vous voyez, le principe déjà d'ApoE4, c'est une alimentation beaucoup moins carnée, plutôt sans produits laitiers ou avec moins de produits laitiers, éviter les graisses saturées, favoriser les végétaux. Donc c'est quelque chose qui pousse vers l'alimentation plutôt végétarienne. Bon, végétalienne, c'est pas mon truc, hein. Bon. Bon, je vois beaucoup de problèmes chez les végétaliens, les prises de sang sont calamiteuses. Bon, enfin, on en discutera un autre jour, parce que ça, c'est un gros sujet. Il y a moyen de se débrouiller avec l'alimentation végétalienne, mais alors je peux vous dire qu'il faut être un super expert. Et en fait, il faut un ApoE4, parce que ceux qui sont du côté E4 fonctionnent beaucoup mieux avec un régime végétarien et pourraient éventuellement envisager un régime végétalien à condition qu'il soit très bien surveillé et supplémenté pour les choses que l'alimentation végétalienne ne va pas apporter, comme la B12. Quoi qu'on en dise, bon, les végétaliens sont déficitaires en B12 s'ils n'en prennent pas, malgré ce qu'ils veulent bien me faire croire. Bah, moi, je fais les prises de sang, je vois, ok. Mais bon, je vous dis, c'est pas le sujet, je m'arrête tout de suite. Et donc, oh, regardez comme le petit Goliath est mignon. Attendez, je vais vous le montrer. Regardez, il est là, il m'attend. Oh, il attend sa petite promenade, mais vous savez, comme j'ai un nouvel outil ici avec mon stabilisateur, je me suis dit, oula, si je m'embarque dans la côte, vous avez vu la côte derrière moi, là, c'est d'habitude, c'est là, bon, c'est pas... Bon, je me suis dit, simplifions les choses et la capsule est courte et Goliath aura sa promenade d'ici peu. Il attend là très patiemment. Oh, il est si mignon. Bon, je sais qu'il y a des fans parmi vous, alors je vous le montre. Et donc, ces ApoE4, vous voyez, ça convient, ça explique pourquoi ces alimentations pauvres, plus réduites en graisse, conviennent à certains. Alors, par contre, les ApoE3, eux, il leur faut une alimentation riche en graisse et pauvre en hydrates de carbone. Ça, c'est absolument fondamental. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça concerne la majorité de la population. Donc, il y a probablement 2/3 de la population qui sont dominés par le E3. Et ces 2/3-là vont vraiment bénéficier d'une high-fat, low-carb diet. Donc, vous voyez... riche en graisse, pauvre en hydrates de carbone ou pauvre en féculents, si vous voulez. Et donc, ça, c'est pour ça que c'est quand même ce type d'alimentation qui, en général, convient à une majorité, mais pas à tous. C'est là le problème. Et puis, alors, ce qui vient corser l'affaire, et c'est absolument fascinant, ce sont les E2. Alors, les E2 ne sont pas abondants. On annonce 7 à 8% dans la population. Je constate que chez mes patients, parce que j'ai à peu près, je crois que les derniers relevés, c'était 1550 génotypes ApoE, donc pour mes patients, sur les 4 dernières années, 4 ans et demi maintenant, presque 5, 4 ans et demi, oui. J'en ai 1550 et je suis à au-delà de 11% d'ApoE2. Donc je crée par un recrutement de gens qui ont des problèmes digestifs et qui viennent me trouver pour ça, je crée un biais qui favorise des demandes venant des ApoE2 parce que les pauvres, ils sont très minoritaires, hein, bon, même pas 10%, si on regarde de manière plus générale, et ces gens-là ont besoin, je suis E3 moi, hein, E3, des deux côtés, E3, donc E2, bon, je dis les autres, c'est pas mon cas. Mais les E2 ont besoin d'une alimentation très riche en graisse, très pauvre en hydrates de carbone, qui tend vers l'alimentation cétogène. Pas pure cétogène, je ne vois pas maintenir une alimentation totalement cétogène à vie.
parce que toutes ces diètes, ce sont des diètes à vie. Peut-être que le terme diète ne convient pas, peut-être que dans notre esprit, diète, c'est « Ah oui, mais ça c'est pour 4 mois, pour 6 mois. Hein, docteur, pendant combien de temps est-ce que je dois faire ça ?» Bon, non, on cherche l'alimentation idéale à long terme qui va vous convenir pour toujours. Voilà, une alimentation qui est votre alimentation basée sur vos caractéristiques et notamment en particulier ici, sur vos gènes. Okay, et donc, ce ApoE2 est une vraie plaie parce que l'alimentation standard ne convient pas du tout à ces patients-là. Donc, tous ces patients-là mangent trop d'hydrates de carbone. Et ils ont des problèmes intestinaux infernaux jusqu'à ce qu'on serre la vis et qu'on ferme le robinet des hydrates de carbone. On en laisse un peu plus s'ils font du sport, etc. Bon, il y a des adaptations. Il faut aussi voir avec les valeurs sanguines individuelles, hein, qui sont toujours des modulateurs de tout ce que je suis en train de raconter. Il n'y a pas que l'ApoE, il y a la biologie classique avec les marqueurs métaboliques que je fais systématiquement. Je suis loin de négliger ou de ridiculiser, mais sans l'ApoE, tout ça c'est du pipeau parce que l'ApoE est là derrière. Vous ne pouvez pas changer l'ApoE. Moi, je peux vous transformer vos taux de triglycérides, de glucose, d'insuline, d'hémoglobine glycosylée, de cholestérol LDL, HDL. On peut tout changer, ok? On peut tout changer avec l'alimentation, avec l'hygiène de vie, avec le jeûne intermittent, avec des compléments alimentaires. On peut tout changer, mais on ne va pas changer votre ApoE. Okay? Donc, il serait bon de savoir si vous êtes ApoE2, ApoE3, ApoE4, parce que ça va avoir un impact gigantesque sur ce que vous devriez manger. C'est pour ça que je ne sais pas vous répondre quand on me dit « Oui, mais qu'est-ce que je dois manger mon premier repas après le jeûne ?» Oui, bon, dites-moi d'abord votre ApoE. Alors, comme je vous ai expliqué dans la capsule 1, ce n'est pas une grosse dépense. On fait le test, c'est une fois dans sa vie, on le sait. Et alors, on applique tout un tas de changements à ses habitudes alimentaires. Et là, on a aussi un effet qui devrait... tout en lui donnant un peu de temps pour se manifester, parce que les choses ne se passent pas du jour au lendemain, mais quelque chose qui pourrait vous aider si vous avez des problèmes de digestion et des problèmes de poids, parce qu'évidemment, j'ai des patients très obèses, mais qui sont E2, et qui ont toujours cru que les graisses, c'était ce qui les rendait gros, vous voyez ? Et ça, c'est dramatique. Ils ont fait 30 ans d'erreurs alimentaires systématiques, encouragées par les médias, encouragées par les médecins, encouragées par tous ces dogmes foireux qui nous entourent, parce qu'ils ont toujours pensé que s'ils avaient de la graisse sur le corps, c'est parce qu'ils mangeaient des graisses. Et donc, ils n'en mangent pas. Donc, ils mangent des hydrates de carbone. Il faut bien qu'ils mangent quelque chose. Ils ne vont pas manger que des protéines. C'est tout à fait malsain. De toute façon, les régimes hyperprotéinés. Hein, bon. Peut-être en parler un jour aussi dans un webinaire si vous avez des questions, mais les régimes hyperprotéinés, d'abord ça ne marche pas, c'est le yo-yo garanti, et puis ce n'est pas physiologique, ça n'est certainement pas un truc à long terme, et pas non plus pour perdre du poids, parce qu'on perd du poids, on le reprend, et on en reprend plus que ce qu'on a perdu, niet. Mais donc, ces gens-là qui sont très obèses et à qui on a dit que le gras c'était très mauvais et qui sont E2, ben, ils sont condamnés, les pauvres, vous comprenez? Et donc, en rectifiant toutes ces erreurs fondamentales, on peut vraiment redresser des cas très difficiles et c'est très enthousiasmant et c'est très valorisant pour les médecins, les nutritionnistes. Ce sont des choses qui peuvent aussi être manipulées par les nutritionnistes. Bon, eux ne peuvent pas prescrire le test génomique, mais une fois qu'ils le connaissent, ils peuvent adapter leurs conseils en fonction du test génomique. Donc, ceci s'adresse évidemment à un public large, tout en médicalisant bien l'ApoE. Surtout aussi, il faudra inclure, quand on donne les résultats d'un ApoE, s'il y a de l'ApoE 4, bon là, il faut commencer un peu à parler de ce truc d'Alzheimer et de comment faire, donner des conseils bien précis pour en faire une bonne prévention. Et puis il faut aussi bien demander aux gens, hein, parce qu'il y en a qui ne veulent pas savoir, mais s'ils ne veulent pas savoir, bon voilà, il ne faut pas tester l'ApoE. Hein. Mais moi je conseille de savoir parce que ce n'est pas quelque chose de définitif et d'incontournable, on peut adapter ça. Bon voilà, écoutez, c'est basique, hein, mais enfin au moins vous avez quand même les informations essentielles. Alors je vais me rapprocher de mon Goliath. Goliath, qui m'attend patiemment devant la grille. Oh. Je ne suis pas chez moi ici, je suis chez le voisin, mais je ne sais pas pourquoi Goliath s'était engagé ici
Il n'y a personne le week-end, donc c'est très bien. Et voilà Goliath. Oh, regardez mon Goliath. Hein. Ouh. Voilà mon Goliath. J'espère qu'on le voit bien. Voilà, j'avais promis qu'on verrait Goliath. Je suppose qu'on l'a vu. Bon, je n'ai pas tourné le truc dans l'autre sens parce que j'ai peur de faire des fausses manœuvres. Bon, ben écoutez, merci pour votre attention. Je crois qu'il va falloir une capsule supplémentaire sur la POE. Hein. N'hésitez pas à poser des questions peut-être via Facebook ou quand ceci sera présenté dans le live chat en principe le vendredi soir à 19h30. Et puis suite au prochain épisode dans Vive la génomique 3. Et je vais essayer de me tenir à un rythme hebdomadaire. OK ? À bientôt.